Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à ce point de presse du gouvernement qui est axé aujourd'hui sur la question du Covid. Comme on avait dit, on allait le faire une fois par semaine et je suppose qu'au bout d'une semaine, il y a un certain nombre de questions sur lesquelles vous aurez des réponses à attendre. Nous avons donc le professeur Martial Ouedraogo, vous le connaissez, et nous avons également Madame le ministre, le professeur Lougué Claudine, qui est là également, pour répondre aux deux aspects, les aspects techniques sur les questions du professeur Martial et les aspects qui sont au niveau de la décision politique avec Madame le ministre. Et subsidiairement, s'il y a d'autres questions, je pourrais m'y prêter. Je voudrais juste rappeler que le chef de l'État a eu un propos hier soir sur lequel il annonçait un certain nombre de mesures afin justement de prendre en compte l'aspect économique de cette pandémie-là, et qui, dans notre pays, touche beaucoup de secteurs. Et la majorité de ces mesures-là portent effectivement pour avoir effet sur des personnes en situation délicate, les personnes les plus défavorisées, afin justement que les effets des restrictions aux activités qui sont mises en œuvre ne deviennent pas préjudiciables donc à la poursuite de leurs activités, mais également simplement parfois de leur vie. Si nécessaire, donc, on pourra revenir sur ces questions-là si vous en avez l'opportunité de poser des questions. Je voudrais donc inviter le professeur Martial à nous présenter donc le bilan de la maladie au niveau du Burkina Faso. Merci, Excellence. Bonjour à tous. Donc, je m'en vais vous présenter donc, le point de la maladie au Burkina. Donc, vous avez au plan donc, mondial, vous avez 181 pays qui sont touchés, avec 49 pays en Afrique, donc sur les 55. Alors, pour les pays voisins du Burkina, qui sont exhaustivement touchés, le Bénin compte 13 cas sans décès, la Côte d'Ivoire 194 cas, 1 décès, le Ghana 204 cas, 5 décès, le Mali 36 cas, 3 décès, le Niger 74 cas, 5 décès, le Togo 39 cas, 2 décès, un cumul de 560 et pour 16 décès. Pour ce qui concerne le Burkina, donc à la date donc, du 2, vous avez donc 14 cas confirmés, dont 13 à Ouaga et 1 à Saponé. Le cumul des cas confirmés était à 302, dont 103 femmes et 199 hommes. Par contre, suite à des analyses complémentaires, il a été ressorti que 3 patients qui ont été considérés à tort comme guéris sur le site LEP numéro 35, donc le site LEP d'hier. Donc ils ont été retirés donc, de la liste des guéris. Mais vous pourrez constater qu'il n'y a pas de décès depuis ces 2 derniers jours. Donc oui, donc, les gens sont touchés sur les 13 que vous avez au Burkina. Alors, de manière plus détaillée, à Ouagadougou, vous avez donc un certain nombre de districts ou sites qui sont touchés. Il s'agit de Nongre Massam, de Bascui, de Signoguin, de Bogodgo et Boulmébou. Et Saponé, c'est la ville de Saponé qui est touchée. Et Kongissi, c'est le site minier de Sapsé. De Dougou, c'est la ville, et Zignari également, et Zorgo également. Bouromo, c'est le site minier de Bagassi et de Wona. Et Manga, c'est Béré, je viens là-dessus. Oundé, c'est le site minier du secteur 4. Bobo de Lasso, c'est les quartiers comme Dafra et Do et Dano qui sont touchés. Et enfin, Sindou, c'est plutôt le site minier de Nyankoro-Dougou qui est touché. Et Banfora, c'est Banfora ville. Donc vous avez, je le rappelle, 302 cas, 16 décès et 48 guérisons parce que nous avons, donc je vous ai dit, retiré les 3 personnes qui avaient été considérées à tort. Donc il y a une seule guérison donc, qui s'est ajoutée. Donc si vous aviez 50 guérisons annoncées, hier, nous avons enlevé les 3 et nous avons inclus la seule guérison. Alors, donc je voudrais un tout petit peu vous rappeler un petit peu la distance de ces sites-là par rapport aux localités. Peut-être que vous comprendrez mieux l'autorité pour les différentes mises à quarantaine. Par exemple, Boromo, c'est Bagassi
qui est à 50 km de Boromo, et Wona, qui est à 84 km de Bobo. Mais je reviendrai sur la spécificité de la circulation. Et Kongoussi, c'est Sabsé, qui est à 17 km. Et Oundi, c'est le secteur 4 de Houndé, où se trouve le site minier, qui est à peu près à 4 km de Houndé. Et Sendou, c'est le village de Nyankoro-Dougou, mais c'est dans un village appelé Zényen-Dougou, qui est donc à 52 km de Sendou. Et Manga, c'est la commune rurale de Béré, qui est à 25 km en réalité de Manga. Mais ce qui nous est revenu, c'est qu'à travers nos investigations, c'est qu'il y a du personnel, donc, si vous voulez, du personnel local, donc, qui vient des intermittents, qui viennent travailler sur ces sites-là, mais qui résident en réalité donc dans les villes. Par exemple, ils peuvent aller, je prends le cas de Houndé, avant donc, la mise en isolement, etc., avant l'épidémie, donc il y avait des gens qui travaillaient là-bas et qui repartaient dormir dans la ville de Houndé. Donc c'est un petit peu pour vous dire un peu le rapport qu'il peut y avoir entre les sites proprement dits et les villes connexes. Alors, donc, on pourra peut-être retenir que nous sommes toujours à 3 foyers primaires essentiels. Il y a les deux foyers primaires de Ouaga qui sont toujours actifs. Hein, c'est le foyer de K-Index et le foyer consulaire. Et il y a donc le foyer primaire qui est toujours actif à Houndé. Il y a un foyer de Dougou qui, donc, après nos investigations, sont en lien avec Ouaga. Le foyer de Boromo, donc, qui semble être en lien avec Ouaga parce que, en fait, tous ceux qui sont là-bas ont transité par un guest house et où ils résident pendant quelque temps à Ouaga avant d'aller sur le site. Donc, nous pensons que c'est probablement pendant donc, le fait qu'ils résidaient. Il s'agit de ceux de Roxgold, Bagassi et Semafo Wona. Donc, ils ont résidé par un guest house à Ouagadougou pendant quelques jours, donc bien sûr avec donc, des comportements communautaires, donc avant de rejoindre le site. Donc, le foyer de Manga et Zorogo sont en lien avec Ouaga. Le foyer de Banforé et Sendou sont en lien avec Ouaga. Le foyer de Dano est en lien avec Ouaga. Il y a le foyer de Kongoussi, qui semble apparemment sans lien avec Ouaga, mais c'est en investigation. C'est des expatriés qui sont sur le site minier de Sabsé. Donc, ça, c'est en investigation. Alors, pour ce qui concerne les suivis de contacts, le cumul de personnes contacts listées depuis le 9 mars est de 1929. Les contacts confirmés Covid-19, donc, à travers ces suivis-là, depuis le début, sont de 162. Donc, un taux de confirmation de 56%. Donc, c'est pour vous dire un peu l'intérêt de suivi des contacts. Le cumul de contacts sortis cependant après les 14 jours de suivi est de 763. Le nombre de contacts que nous avions à suivre était de 1166 et le nombre de contacts effectivement vus était de 1085, soit 93%. Et les non vus, c'est 81 qui vont être reversés donc, au nombre de suivis. Donc le nombre de contacts devenus suspects sont au nombre de 6 dont ils ont été prélevés. Donc on va donc du contact, du suivi à la suspicion et au prélèvement. Et le nombre de nouveaux contacts à suivre sont au nombre de 60. Tout ça, ça sera reversé à ceux qui n'avaient pas été vus. Et de toute façon, tous les contacts sont vus tous les jours. Alors, je voudrais vous dire un peu quelques mesures comme ça dans les pays voisins du Burkina. En Côte d'Ivoire, il y a la mise en quarantaine de la ville d'Abidjan qui a été annoncée le 25 mars, qui est en cours. Au Togo, il y a l'état d'urgence sanitaire qui a été déclaré le 1er avril. Le Ghana, depuis le 31 mars, il y a un confinement partiel de la région de Grand Accra, la région d'Ashanti et Kwassa dans le centre du pays. Donc, avec donc, toutes les personnes déjà dans cette zone. Alors, je voudrais rappeler pour terminer quelques mesures de prévention qui sont donc la limitation des mouvements intra- et hors quarantaine, la limitation des regroupements, la protection des autres quand on tousse, avec du Kleenex ou dans le pli du coude, on vous l'a dit. Éviter, je crois qu'on n'a pas suffisamment essayé, éviter de cracher à terre. Parce que ce matin, quand je venais, j'ai vu une dame qui avait une bavette dans une voiture, qui a baissé la vitre, qui a enlevé sa bavette et qui a craché et puis qui a continué. Donc vous voyez, c'est assez, il faut faire un peu attention et puis à l'hygiène des mains. Donc je crois que nous devons tous contribuer à travers ça. Quand on dit de tousser
dans un Kleenex et puis jeter, on n'a pas eu de tousser à terre et puis continuer. Voilà, le papier de Kleenex est à jeter dans une poubelle. Ce n'est même pas à jeter à l'air libre comme ça. Parce que quand vous jetez, il suffit, ça sèche rapidement. Et lorsque l'air souffle, ça emporte en même temps avec tout ce que ça contient et on peut inhaler. Voilà, donc c'était juste pour terminer sur ça. Je vous remercie. Zango Karim, Radio Optima. Ma première question a été déjà posée hier, mais le ministre m'avait dit d'attendre si le procès venait aujourd'hui. Et donc ça concerne justement le comité scientifique qui a été mis en place. Où en sommes-nous aujourd'hui? Et si aujourd'hui on permet justement l'utilisation de la chloroquine pour lutter contre le coronavirus, on avait entendu parler de la pivirine. Comment est-ce que ces deux-là vont être utilisés? Maintenant, quel pourrait être aussi l'apport des tradis praticiens dans cette lutte contre le Covid-19? La dernière question concernant le professeur, concernant le vaccin qui va être testé en Afrique. Est-ce que vous avez une idée sur ce vaccin? Si oui, comment est-ce que ce vaccin se comportera après test? Merci. Alors, donc le comité scientifique travaille. Donc, c'est dans ce sens qu'un certain nombre de recherches cliniques vous ont été annoncées. Et pour ce qui concerne la chloroquine, donc vous avez acté que c'est débuté chez les malades graves. Donc pour la pivirine, en fait, en réalité, la pivirine n'était pas utilisée en clinique au Burkina Faso. La pivirine est une molécule de la pharmacopée traditionnelle. Donc pour qu'on commence à utiliser la pivirine, il faut bien que le comité scientifique valide un essai clinique. Donc lorsque cet essai clinique sera validé, non seulement ça pourra se faire au cours de l'essai pourra se faire, mais ça pourra peut-être contribuer à valider cette molécule-là pour les cas futurs. Alors, la place des tradis praticiens, effectivement, nous avons beaucoup de propositions des tradis praticiens, mais ils ont été reversés à une commission. Je vous avais dit qu'il y avait un cadre de réflexion au niveau du ministère avec les tradis praticiens. Donc, ils ont été reversés dans ce cadre-là, et puis bon, ils sont en train de réfléchir pour voir quel apport ils peuvent apporter donc, à cette riposte. Moi, c'est Sambo et le Faso.net. Ma question va cumulativement au professeur ou au ministre. Monsieur le ministre, vu les capacités de l'État, est-il envisageable de libéraliser la prise en charge du Covid-19 en permettant aux privés d'importer les tests et de soigner éventuellement? Mien juste de Radar Burkina. Ma question concerne le poseur Martial Ouedraogo. J'aimerais qu'il revienne sur les 3 guéris ou non guéris. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'ils se sont contaminés ou bien bon, ils étaient mal guéris? Merci. Le premier guéri n'était même pas... en fait, il était indéterminé. Quand on dit qu'un patient est indéterminé, il n'est ni malade ni guéri. C'est-à-dire qu'on lui a fait un premier test, et on n'est pas sûr qu'il ne soit pas malade. Donc, il n'est même pas répertorié. Donc, c'est à celui-là qu'on a fait le test et qui s'est avéré négatif. Donc, il n'avait même pas été répertorié comme malade. Donc, si vous le reversez, ça force les statistiques. Alors, le deuxième, en fait, il s'agit d'une personne qui était en dyslite et ils étaient restés sur les dernières recommandations, qui étaient que quand on guérissait, il fallait refaire un test 72 heures après. Donc, quand ils ont fait le test, alors que nous sommes passés à une autre étape, donc quand ils ont fait le test, ils ont mis contrôle, alors que cette personne avait été répertoriée comme guérie. Et la deuxième personne, c'était dans ce cas. Donc, c'était en périphérie. Donc, ils ont appliqué les anciennes mesures et ils ont testé des gens déjà guéris parce qu'il était dit comme consigne que si vous avez un premier test de guérison, on vous testait à nouveau au bout de la 72e heure pour afin de vous relaxer. Mais on n'est plus à ça. Et donc, malheureusement, ces gens-là avaient été déclarés guéris et donc ils ont subi encore le test. Donc, si on les capitalisait, ça faussait le nombre de guérisons à la fin. Et sur le plan épidémiologique au Burkina, et même au niveau mondial, ça allait fausser les statistiques. Bien, je suis M. Oumarou Stéphane Dao de la radio scolaire. Alors, sur nos télévisions, nous voyons une annonce du ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, qui dit que si rien n'est fait, nous atteindrons très bientôt les 7000 cas. Alors, ma question est la suivante. Est-ce que cette annonce-là est opportune en ce moment? Est-ce qu'on n'ajoute pas de la panique à la panique? Je suis Abdelrazak Traoré de la télévision BF1. Professeur, on a remarqué une ruée vers les produits dérivés du Nîmes, notamment les feuilles. Il y a de plus en plus de Burkinabés qui sont convaincus qu'il y a des matières premières, de la chloroquine,
qui se trouve dans ce produit, est-ce que ça peut être dangereux? Parce que il y a des tradis praticiens qui étaient sur nos antennes hier, qui ont estimé que ça peut être dangereux. Est-ce que cliniquement, la médecine moderne nous confirme la même chose? Je n'ai pas une expérience de la composition du Nîmes, mais je peux vous dire que en fait, la chloroquine est une amino-4-quinolone, donc son action est bien connue. Mais je n'ai pas donc, de connaissances sur l'équivalence entre le Nîmes et la chloroquine. Je sais que traditionnellement, il arrivait qu'on utilise des décoctions de Nîmes, etc., quand quelqu'un a le palu. C'est peut-être ce qui fait que, par extrapolation, ils ont pensé à utiliser cette molécule. Mais ce que je peux vous dire, c'est de faire attention. Je n'ai pas dit que la pharmacopée traditionnelle n'est pas d'un apport, parce qu'il y a quand même plein de choses de la médecine moderne qui contiennent des substances naturelles. Mais je dis que dans leur utilisation, il faut faire gaffe. Parce que nous avons vu plein de cas d'insuffisance rénale aiguë à cause de la consommation de décoctions, surtout chez les enfants et même chez l'adulte. Il y a plein d'insuffisances rénales aiguës donc qui sont consécutives à la consommation de ces décoctions-là. Donc je vous dis de faire quand même attention et je rejoins les tradis praticiens qui disent qu'il faille faire attention à ces utilisations abusives-là. Parce qu'au-delà de vouloir guérir, au-delà de guérir même le Covid, vous risquez de créer des complications qui sont peut-être très graves à gérer même après le Covid. De la part de Sam Mednick, Associated Press, au vu du taux de croissance qui est d'environ 15 à 20 cas par jour, taux de contamination, professeur, quel est votre niveau d'inquiétude? Je ne m'inquiète pas, outre mesure, parce que si on est à 15 à 20 cas, ça veut dire qu'on a une tendance à la stabilisation. Parce qu'avant, on était à plus de cas, à plus de 25 à 30 et quelques cas par jour. Donc, j'ai dit, on ne crie pas victoire, on ne va pas crier victoire trop tôt, mais j'ai dit que la tendance peut être à la stabilisation. Et avant l'inversion, il faut d'abord une stabilisation. Donc, ça ne m'inquiète pas du tout. Alors, professeur, j'ai une question sur l'apivirine du docteur Agon Valentin. Est-ce qu'il a été validé au Burkina? Parce qu'une de ses communications tend à le dire. Ma deuxième question concerne le comité de riposte. Quelle est l'implication du service sanitaire privé? La troisième question concerne également ce que les gens utilisent. Beaucoup utilisent le citron et même l'aloe vera sous prétexte que ça peut lutter contre le coronavirus. Est-ce que c'est vrai? Je disais tantôt que l'apivirine est une molécule dont je ne connais pas l'utilisation en clinique. Et donc, je ne connais pas de patients qui ont été formellement et officiellement pris en charge par l'apivirine au Burkina Faso. Si ces traitements ont été donnés au Burkina, l'équipe de prise en charge n'est pas au courant. Et je suis formel que l'équipe de prise en charge n'est pas au courant. Alors, concernant la riposte, mais les cliniques privées sont associées. Ils sont associés. Et d'ailleurs, il y a le président de leur corporation qui siège maintenant au niveau de nos réunions. Et donc, les cliniques privées sont associées. Et il y a d'ailleurs une circulaire qui a été donc diffusée par Madame le ministre de la Santé, donc, qui demande à toutes les formations sanitaires que ces formations sanitaires soient publiques ou privées en fonction de leurs moyens et en fonction de leur niveau dans la pyramide sanitaire de prendre en charge les malades Covid-19+. Ce qui veut dire que, par exemple, si vous êtes dans une formation sanitaire, en fonction de vos moyens, et comme on l'a dit au niveau même CSPS, CM, etc., CMA, etc., vous pouvez prendre le malade, vous devez apprendre à l'isoler en fonction de vos moyens, et vous devez apprendre à le traiter en fonction de la gravité. Et il reste possible pour ces cliniques-là, lorsque le cas dépasse leur plateau, de référer également, comme le feront les autres formations publiques. Donc aujourd'hui, je peux vous assurer que les structures sanitaires privées sont impliquées dans la prise en charge. Vous me demandez mon avis sur le citron et l'aloe vera. Bon, écoutez, je sais comme vous le dites, que c'est des décoctions qui sont souvent utilisées lorsqu'on a un syndrome grippal, etc. Mais, comme vous le voyez, de toute façon, je ne peux pas vous dire que c'est actif sur le Covid,
mais peut-être actif sur les signes pour donner un certain confort aux malades. Parce que généralement, quand on dit vous avez la grippe, vous voyez les gens, ils mettent un peu de citron et un peu de ceci. Le confort peut-être, mais je ne suis pas sûr que ça soit un traitement et donc curatif contre le virus. Marc Dicodro de la radio scolaire du MINA PLN. Par rapport à l'état de situation que vous venez de donner, je suis en train de me demander, est-ce que vous pouvez nous donner comment vous collectez les données? C'est seulement au niveau de CHU de Tengango ou bien il y a d'autres cliniques que vous recevez par rapport aux décès, aux guérisons et autres? Nous collectons les données sur toute l'étendue du territoire. Ce n'est pas seulement à Tengango. Mais il faut faire un petit peu attention. Voilà, tout décès n'est pas égal à Covid. Il y a des malades qui décèdent dans des tableaux qui sont superposables, mais qui ne sont pas des Covid. Mais tous les décès que vous avez ne viennent pas de Tengango. Merci. C'est sur toute l'étendue du territoire, même en privé. Merci, chères braves femmes et braves hommes de la presse. Merci à mes chers collaborateurs ici présents. Et merci à la collaboration avec le ministre de la Communication qui est fructueuse parce que membre du comité national et Covid 2019 du Burkina Faso. Avant de répondre aux questions qui me sont spécifiquement adressées, je voudrais quand même prononcer quelques mots de remerciement et d'encouragement. Des mots de remerciement à l'égard de tout le peuple burkinabé pour son engagement à faire de la riposte contre Covid-19 un problème national, un problème commun qui nécessite que tout le monde apporte son idée. Et nous avons vu comment les Burkinabés des villes et des campagnes contribuent tous les jours à faire changer les choses dans le sens de l'amélioration, qui a donné les conseils. En tout cas, à tout ce monde-là, permettez-moi d'adresser les remerciements du gouvernement burkinabé. Les remerciements du gouvernement burkinabé vont également à l'égard de ces femmes, de ces hommes, agents de santé, quel que soit l'échelon, quel que soit le niveau de prise de décision, du secteur public comme du secteur privé, qui s'engagent tous les jours à ce que les problèmes de santé des Burkinabés soient résolus, les problèmes de santé en général et surtout les problèmes de santé liés à cette pandémie mondiale. Ce n'est pas superflu de dire toujours merci, ce n'est pas superflu d'encourager, parce que suite à l'intervention de son Excellence, Monsieur le Président du Faso hier soir, je pense que je ne devais pas encore dire merci à ces agents de santé. Mais je suis leur premier responsable et je vois ce qu'ils abattent sur le terrain nuit et jour pour que, même au-delà du coronavirus, les Burkinabés puissent être pris en charge. Je voudrais associer à ces remerciements les agents du monde de la recherche. Quand on dit recherche, ce n'est pas seulement recherche de laboratoire, c'est recherche à tous les niveaux. C'est ainsi que ces chercheurs nous ont amenés à une modélisation. C'est une modélisation qui nous a dit que si on continue comme ça, nous allons avoir tel nombre de malades infectés, dont tel nombre de cas graves. Et c'est sur cette base de modélisation mathématique numérique que nous avons pu sortir le plan révisé. Au départ, c'était un plan de prévention et de riposte. Maintenant, nous avons pris contact avec la maladie. Donc, il faut rectifier. Et en rectifiant, nous avons considéré ce modèle mathématique numérique qui nous a permis de prendre en compte toutes les régions du Burkina Faso. Avant, l'épicentre, c'était Ouaga, puis à une moindre mesure, Bobo-Dioulasso. Et c'est cette modélisation qui nous a permis de construire le nouveau plan révisé qui a été mis à votre disposition depuis hier, car adopté par le Conseil des ministres. Donc, c'est une fiction pour pouvoir bâtir sur quelque chose de scientifique
et pouvoir être crédible. Sinon, ce n'est pas dit qu'il y aura 700 000 cas, qu'il y aura 7 000 cas graves. J'ai vu que ça a pris les réseaux sociaux. C'est dit que, voilà, le Burkina, c'est vrai. Lu comme ça, sans interprétation, ça va augmenter à la psychose. Mais je vais inviter le peuple burkinabé à être un peuple qui reste toujours debout, qui plie les chines, mais qui ne tombe pas. Parce que c'est un peuple qui a toujours été résilient. Il n'y a pas de raison de verser dans la psychose. Vous avez vu, je porte un masque spécial parce que je me suis dit, j'ai eu une période de fatigue générale. Peut-être que j'ai été infectée et le test n'a pas pu le prouver parce que fait très tôt ou dans des conditions de transport qui n'ont pas respecté le délai. Et donc, je protège mon entourage. Et j'ai constaté que le peuple a tendance à protéger son entourage. Parce que quand on porte le masque, on protège son entourage et on se protège soi-même. Je vais revenir un peu sur les questions qui ont été posées. C'est vrai, depuis ce matin, je suis interpellée par rapport à un soi-disant vaccin qui a été mis à la disposition de l'Afrique par la fondation Bill et Melinda Gates. À ma connaissance, il n'y a pas eu de vaccin d'abord qui ait été découvert contre Covid-19. Il y a des fondations qui accompagnent la recherche comme depuis toujours. Et la fondation Bill et Melinda Gates accompagne le Burkina Faso. Nous avons signé un mémorandum aux États-Unis pour le soutien dans le secteur de la santé et de l'agriculture par cette fondation. Cette fondation peut accompagner la mise à la disposition de l'humanité des vaccins, mais pour le moment, nous ne sommes pas informés de l'existence d'un vaccin par rapport à Covid-19. Il y a également une question qui intervenait sur le comité scientifique. Un comité scientifique a été créé pour orienter les décisions sur la base de preuves, le comité national Covid-19. Et ce comité scientifique est en train de peaufiner et de finaliser, si ce n'est finalisé, et en attente d'adoption par le comité d'éthique d'un certain nombre de protocoles. Et ces protocoles, si ces protocoles ont l'accord du comité d'éthique, parce que Covid ou pas Covid, le peuple burkinabé a rédigé un cadre réglementaire qu'il doit respecter. Donc, si ces protocoles venaient à être acceptés par le comité d'éthique, ces protocoles vont être mis en œuvre. Il s'agit du protocole sur le traitement avec la chloroquine, du protocole sur le traitement avec l'azithromycine et le protocole sur le traitement des malades, des cas contacts, et j'en passe. Donc, nous sommes en attente. En tout cas, nous félicitons ce comité scientifique constitué de chercheurs pour déjà la pertinence des thèmes qui ont été abordés et nous attendons d'être éclairés. Mais d'ores et déjà, comme l'a dit le professeur Ouedraogo Martial, coordonnateur national de Covid-19, il faut que vous sachiez que nous avons commencé le traitement à base de chloroquine de nos cas, notamment les cas difficiles, et nous passerons continuellement à l'échelle au fur et à mesure que nous avons les molécules dédiées pour que tout le monde y passe. L'intervention du public et du privé, je vous l'ai dit, parce que j'ai associé aux encouragements et aux remerciements tous les agents du secteur du public et du privé. Et du reste, le coordinateur vous a donné tous les éléments de réponse de long en large. Le système de santé du Burkina Faso est unique. Il y a un système de santé qui se subdivise en public et en privé, mais nous travaillons ensemble avec le système de santé de l'armée pour que le Burkinabé, là où il est, là où il a besoin que ces problèmes de santé soient pris en compte, que ça soit fait dans le strict respect de l'éthique et de la déontologie. Claudine Ouedraogo de la télévision Impact TV. Alors, Madame la ministre,
Avant de venir ici, j'ai fait un tour au niveau des réseaux sociaux et j'ai vu une publication qui m'a attiré l'attention. Une publication en lien avec une pharmacie de la place qui a été mise sous scellé. Je crois que ce dont on l'accuse, c'est qu'elle faisait des tests du Covid-19. Est-ce que vous avez eu vent de cette information? Si oui, qu'en est-il exactement? Quel est le niveau de collaboration entre les pharmacies? Actuellement, je veux parler du contexte de crise de Covid-19 et le ministère de la Santé. Merci. Ça, c'est le premier volet de ma question. Le second volet va concerner le personnel soignant. Quel est l'état actuellement du personnel soignant atteint du Covid-19? On aimerait avoir de leurs nouvelles quand on sait que le personnel soignant est en première ligne dans cette lutte contre ce virus-là. Merci. Je suis Mohamed Nakanabo de Radio Omega. Hier 2 avril, le gouvernement burkinabé a instruit le ministre de la Santé à prendre un arrêté pour la mise en œuvre du protocole de traitement des malades avec une base de chloroquine. Moi, je comprends. En français facile, qu'est-ce que ça veut dire? Doit-on comprendre qu'on ne fera plus des essais cliniques pour la chloroquine qui devait commencer le 6 avril, comme vous l'aviez annoncé? Aussi, selon son DCPM, le ministre Al-Kassoum Maïga a annoncé de nouveaux sites de dépistage avec une capacité de 90 tests en 6 heures. Est-ce qu'on peut avoir des détails sur ces laboratoires? Sont-ils déjà opérationnels? Quelle est aujourd'hui notre capacité de tests par jour? Enfin, on a parlé d'un don de plus d'1 milliard 100 millions déjà reçus dans les comptes à la BCEAO et au Trésor. Et quand on voit quotidiennement les dons au Chorus, au ministère de la Santé et au ministère en charge de la gestion scientifique, je veux savoir quel est le dispositif de gestion de ces fonds actuellement. Où ça va, qui gère, comment et quel est le contrôle de ces fonds-là? Alice Cambiano de Burkina 24. Je veux revenir un peu sur l'essai clinique. Mon collègue a déjà parlé de ça. Maintenant, moi, j'aimerais savoir ce qui a motivé le choix du gouvernement. Aussi, ce choix est-il fondé sur des résultats venus d'autres pays? Si oui, quels sont ces pays? Zango Karim de Radio Optima encore. Voilà, madame, tout à l'heure, vous allez parler du fait que vous n'êtes pas encore au courant de ce vaccin qui sera en tout cas envoyé en Afrique. Et s'il arrivait qu'il y a un vaccin qui a été découvert, quelle sera en tout cas la position de nos autorités? Est-ce que vous allez accepter ce vaccin ou bien vous allez encourager les chercheurs en tout cas à continuer afin de trouver le remède? Maintenant, la deuxième question, on voit toujours des agents qui continuent de se plaindre, ils disent qu'ils n'ont pas encore de matériel de protection. Comment cela s'explique? Merci. Sam Mednik encore. Elle a 2 questions. Est-ce qu'il y a un plan de confinement au sein des villes contaminées, c'est-à-dire empêcher les gens de sortir de leur maison? La deuxième question, c'est concernant la loi de finances rectificative. Y a-t-il une partie de cette loi pour soutenir les personnes qui travaillent au jour le jour, les personnes qui sont obligées de gagner leur pitance chaque jour? Merci. Ma chère homonyme a voulu savoir si j'ai été informée depuis ce matin de la mise sous scellé d'une pharmacie. Comme je vous l'ai dit, le Burkina Faso a édité des règles de conduite pour que le bon vivre ensemble soit une réalité. Parce que la cohésion sociale repose sur le respect des droits de tout un chacun, mais des devoirs également de tout un chacun. C'est ainsi que nous avons mis en place, au sein du ministère de la Santé, une agence nationale de règlement pharmaceutique. Et notre exemple a fait
Et j'allais dire exemple pour ne pas être dans le pléonasme, dans la sous-région. Et notre exemple sert de boussole à l'UEMOA. Et donc, cette Agence nationale de régulation a entre autres rôle de réguler le secteur pharmaceutique en donnant des autorisations d'importation ou pas. Et c'est ainsi que certaines pharmacies, pour ne pas dire une pharmacie de la place, a commandé des tests rapides pour le diagnostic de COVID-19. Quand on dit test rapide, le professeur vous a expliqué le principe du diagnostic de laboratoire. Ça repose sur les antigènes et sur la confirmation de ces antigènes, la présence virale. Et les tests rapides peuvent reposer sur les anticorps. Quand on est porteur d'anticorps, ça veut dire qu'on a déjà été en contact de la maladie. Et on a développé sa propre défense, les soldats qui sont à mesure de reconnaître une nouvelle infection et de diriger leurs armes contre cette nouvelle infection. Donc, si on découvre en vous des anticorps, je ne vais pas rentrer dans les détails parce qu'il y a plusieurs types de Covid, il y a plusieurs types de coronavirus plutôt, et des coronavirus qui ont été à l'origine d'infections anciennes. Et lorsqu'on a fait l'infection passée à ce type de un type de donné de coronavirus, et qu'on a des anticorps de coronavirus, ça ne veut pas dire qu'on a le Covid-19. Donc, nous avons besoin d'homologuer nos tests et de savoir ce test-là, est-ce qu'il encode pour dire que quelqu'un a été en contact avec le coronavirus anciennement, un type donné anciennement, ou bien il est infecté par le Covid-19. Donc, vous voyez où se trouve toute la difficulté. Il y a des tests rapides aussi qui recherchent ce qu'on appelle les antigènes. Ça veut dire que la personne est en train de développer toujours la maladie. Mais sans dire, est-ce que c'est Covid-19 ou bien c'est un coronavirus passé. Donc, il faut que nous nous asseyons, que nous parlons, que nous homologuons les tests avant que les tests ne viennent. Sinon, déjà dans cette psychose que je ne crois pas réelle, parce que je sais que le peuple burkinabé écoute les informations venant des premiers responsables et que aujourd'hui, en tout cas, le peuple a fait de cette bataille-là sa propre bataille. Donc, je ne vais pas encore parler de psychose, c'était il y a quelque temps. Donc, si on fait des tests rapides comme ça, quelqu'un part acheter à 7 000, il fait, et il se dit, je suis infecté. Qu'est-ce qu'on en fait? Et ce qui n'est même pas réel. Et de qui plus est, cette pharmacie n'avait même pas l'autorisation d'importer ce test rapide. Donc, la pharmacie n'est pas en règle. Et qui plus est, la pharmacie veut encore créer la psychose dans la psychose. Donc, on ne peut pas laisser passer ça. On a récupéré les tests, on a mis sous scellé en attendant que la procédure suive son cours. Ça me permet également d'arriver à la collaboration avec les pharmaciens. Nous travaillons en étroite collaboration avec l'ordre des pharmaciens. On s'appelle souvent. Nous travaillons avec le syndicat des pharmaciens. Donc, il n'y a même pas de problème à ce niveau. Qui du reste, il y a eu de la chloroquine qui est vendue à travers Internet et nous travaillons avec l'ordre des pharmaciens pour remettre de l'ordre dans ce domaine-là. Vous avez parlé du personnel soignant. Ça me donne encore l'occasion de penser positivement tout en envoyant des ondes positives à ce personnel soignant. Malheureusement, certains d'entre nous ont pu être contaminés par le virus. Et du reste, le virus, à partir de son entrée communautaire, peut contaminer tout le monde. Mais que ce personnel ait été contaminé dans son lieu de travail ou hors de son lieu de travail, c'est quand même une partie du corps soignant qui est amputée et qui va faire que la riposte peut se sentir un peu diminuée. À ce personnel de santé-là, je souhaite les prompts vœux de rétablissement de la part du gouvernement. Et c'est un personnel que nous suivons au quotidien grâce à l'entremise du coordonnateur ici présent. Je vous ai dit que depuis le 20 mars, nous avons mis les malades, notamment, nous avons commencé par les cas graves sous chloroquine. Du reste, c'est une position collégialement adoptée au niveau
des échanges que nous avons avec les autres ministres de la Santé, de l'Espace et OAS. Et donc, nous avons décidé de mettre nos malades sous traitement à la chloroquine et à l'azithromycine, comme ça se fait ailleurs. Si ailleurs ça se fait et ça se passe bien, pourquoi ne pas faire profiter nos patients de ce traitement? Mais comme on n'a pas protocolisé, c'est pour ça que le Conseil des ministres nous a demandé de faire un arrêté pour protocoliser ça, afin que les gens sachent qu'ils doivent être soignés sous chloroquine en milieu médical ou sous suivi médical. Parce qu'il ne faut pas faire dans cette histoire-là de l'automédication, parce que l'automédication peut amener à beaucoup de désagréments dont a parlé le coordonnateur ici présent. Suite au ministre en charge de la recherche, nous avons eu des échanges ce matin très fructueux avec son Excellence Monsieur le Président du FASO, avec tous les responsables de laboratoire pour pouvoir approcher le diagnostic aux malades, pour pouvoir mieux améliorer leur prise en charge. On sait que Ouagadougou, c'est un épicentre, et donc le plus gros des malades se trouve à Ouagadougou selon le point qu'on vous fait de manière hebdomadaire. Donc il était normal qu'il y ait un laboratoire à Ouagadougou et à Bobo-Dioulasso. Du reste, depuis l'éclosion de la pandémie, nous travaillons à ce qu'il y ait un laboratoire ici. C'était des petits problèmes techniques. Ce matin, on s'est mis d'accord. On a tout balisé pour que 3 laboratoires puissent, au moins 2 des 3 laboratoires, mais en tout cas les 3, ont donné leur engagement pour commencer le test à Ouaga dès le 6 avril. Capacité de réalisation de tests, en tout cas depuis que nous avons fait une connaissance malheureuse avec la pandémie, nous n'avons jamais eu une défaillance en ce qui concerne les tests. Tous les prélèvements ont été testés, puisque c'est un problème de palette et heureusement, nous n'avons jamais eu un problème de dépassement de capacité de tests au niveau du laboratoire. Et nous recevons beaucoup de dons. C'est le lieu pour moi, au nom du gouvernement, de remercier tous ces Burkinabés, tous ces partenaires, tous ces amis du Burkina qui, dans un élan de solidarité, veulent participer à ce qu'on booste la maladie hors de nos frontières, j'allais dire hors du monde entier. Sur instruction du gouvernement, il y a eu une ouverture de compte pour recevoir les dons de Covid. Il y a une ouverture pour le don des partenaires. Il y a une ouverture d'un compte spécial pour le don pour tout ce qu'on a pu épargner pour Covid. Donc, vraiment, la traçabilité, vous l'aurez. Et si vous avez besoin d'avoir la traçabilité, vous l'aurez. Le choix du gouvernement concernant les essais cliniques, il y a eu, comme on a dit, des mesures prises qui ont été porteuses dans certains pays, parce que le Burkina n'a pas été le premier à faire face à la pandémie. Il y a eu des pays avant qui ont utilisé la chloroquine. Il y a eu des résultats probants, des résultats positifs. Pourquoi devons-nous être en reste et mettre en péril la vie de nos patients? Donc nous avons commencé, mais les chercheurs se sont dit, on peut englober ça. Et avec des preuves à l'appui, nous pouvons dire, nous avons réussi notre passage à la chloroquine. Et voilà les preuves de succès. Donc, mettre les patients sous traitement ne veut pas dire de ne pas continuer la recherche. On a parlé du vaccin, on accepte ou pas. Vous savez, le Burkina Faso ne fabrique pas de vaccin. Et nous avons un programme élargi de vaccination que moi-même je suis née trouver et qui s'accroît d'année en année. Et au moment où j'étais petite, je pense que c'était 6 vaccins. Nous sommes aujourd'hui à près de 14 vaccins. Si un vaccin a fait ses preuves mondialement, il y a un système d'immunisation, un mécanisme d'immunisation mondialement connu qui se charge de disponibiliser ce vaccin au niveau des pays. Donc vraiment, je vais vous demander de ne pas aller dans la psychose et la fixation par rapport à ce vaccin qui, du reste, à ma connaissance, n'existe pas pour le moment. Si ce vaccin existait, je pense que ça allait être la ruée des pays vers ce vaccin parce que tout le monde veut sauver son peuple.
On a parlé du matériel de protection pour les agents de santé. En tout cas, nous travaillons à ce que tous les agents de santé puissent être protégés, mais en fonction du niveau de contact avec les patients. Par exemple, les agents qui sont en direct avec les patients qui sont infectés par le coronavirus, ces agents-là ont un type de protection. Les agents qui rencontrent les patients tout azimut au niveau des urgences, nous leur recommandons un type de protection. Du reste, les protocoles ont été établis pour que toutes les formations sanitaires, depuis le début, nous ne faisons que faire des directives et des protocoles, pour que toutes les formations sanitaires, les agents soient édifiés à savoir quel type de protection utiliser et quel type de protection n'est pas utilisé. Bien sûr, et comme le dirait quelqu'un, le progrès est continu. On ne peut pas faire quelque chose bien tout de suite et maintenant. On apprend de ses erreurs pour aller de l'avant. L'essentiel est que nous puissions apprendre de nos erreurs et continuer à aller de l'avant pour que les agents de santé soient protégés parce que nous bâtissons notre riposte sur les agents de santé. Sans les agents de santé, on ne peut rien faire face à Covid. Donc nous avons nous-mêmes intérêt à ce que les agents de santé soient protégés. On a parlé de confinement. Je pense que la notion de confinement doit être précisée. Au système actuel de notre riposte face à Covid-19, nous mettons en confinement, c'est-à-dire on isole les personnes qui ont été en contact avec un cas confirmé. Et là aussi, nous travaillons à ce que cette mise en quarantaine entre griffes de ces personnes qui ont été en contact là ne soit pas de manière difficile. Nous travaillons avec la ministre en charge de l'action humanitaire à ce que ces personnes qui sont en confinement chez eux puissent vivre cette situation, pas de manière dramatique. C'est vrai, ce n'est jamais simple de voir sa liberté réduite, mais nous travaillons à ce que ce passage dans la vie-là ne soit pas aussi dramatique. Et du reste, le coordonnateur vous a dit, nous avons une cohorte, un ensemble de personnes que nous suivons, et cet ensemble de personnes-là, il y a des gens au bout de 15 jours que nous sortons au fur et à mesure de la cohorte de suivi. C'est ce qu'on appelle confinement. Bilem Yacouba, Radio Liberté. En fait, j'ai une question en rapport avec le discours du président, du chef d'État d'hier. Dans son discours, on peut dire que le président du Faso a ignoré royalement le monde syndical, c'est-à-dire la fronde sociale. Est-ce que cela ne peut pas constituer un obstacle aujourd'hui à la solidarité à laquelle il a appelé pour que, ensemble, les Burkinabés font face au Covid-19? Amandine Lalsaga de la RTV Télévision. Monsieur le ministre, nous savons que la question de l'accès à l'eau potable est très récurrente au Burkina Faso. Dans plusieurs localités, il faut se déplacer pour pouvoir avoir de l'eau potable. Est-ce que cela n'est pas peut constituer une source de propagation? Est-ce qu'il y a des dispositions qui sont prises pour éviter cela? Merci. Je suis M. Bernard Boum de Wakar Sira. Ma question concerne le couvre-feu. Il nous revient que nos braves mères et nos braves sœurs et autres ont du mal à souvent s'approvisionner en eau, puisque souvent, il y a, de par les zones, ça vient souvent très tôt le matin. Et bon, 19h, ça ne les permet pas souvent de pouvoir vraiment s'y ravitailler. Il y a d'autres aussi difficultés liées à vraiment 7h. Est-ce qu'on ne peut pas peut-être revoir ça à 20h, 21h, comme certains pays voisins l'ont fait? Merci. Je vais commencer par la dernière. Bernard de Wakar Sira. Si l'eau vient à 1h du matin, même si tu mets ça à 20h, ça ne va rien changer. Je pense que la question, c'est de voir comment on travaille dans ces situations d'exception-là, à trouver des réponses pertinentes aux préoccupations qui sont posées. Ce que vous dites est extrêmement juste, et je crois que normalement, les acteurs communautaires doivent pouvoir trouver des réponses à ces questions-là. Quand vous dites ça, ça me vient à l'idée de dire, vous savez, nos mamans, nos petites sœurs ou nos épouses, elles déposent des bidons et puis elles partent. Est-ce qu'on peut avoir l'autorisation pour que cette personne la remplisse pendant que ça vient? Il y a des réponses qu'on peut apporter. C'est clair. Je pense que le principe n'est pas fait pour empêcher la vie. Le principe est fait pour que nous puissions réduire au maximum
la circulation et les contacts, afin donc de casser, d'interrompre cette chaîne de propagation du Covid au niveau de la communauté. Mais il y a des réponses. Je pense que c'est notre intelligence pratique aussi de trouver des réponses. Et ça, c'est les responsables au niveau locaux, au niveau les conseillers municipaux, etc., qui doivent prendre ces débats-là en charge et apporter des réponses aux populations. Voilà, parce que c'est spécifique et malheureusement, parfois, lorsqu'on prend des textes, ces petits aspects-là ne sont pas pris en compte, mais on peut y apporter des réponses avec notre intelligence humaine et notre capacité d'adaptation. Ça revient à la question sur le couvre-feu. Une évaluation va être faite pour qu'effectivement, le président du FASO puisse décider est-ce qu'on maintient ou pas. Mais je pense que ce qui a été fait en termes de mesures de restriction commence effectivement à porter des fruits. Je l'espère en tout cas. Dans la pratique, même dans la circulation urbaine, on se rend compte que les gens circulent de moins en moins. Ils évitent des déplacements inutiles et il faut les encourager à cette situation-là. Maintenant, le premier responsable du pays, le président du FASO, après donc étude qui sera proposée, pourra voir qu'est-ce qu'on fait de cette situation. Alors, la question posée par Amandine est une question intéressante, d'autant plus que dans les mesures prises par le chef de l'État, il y a une gratuité de l'accès aux bornes fontaines et à la tranche sociale au niveau de l'ONEA. Donc, effectivement, il faut que nous accompagnions cet accès-là par des mesures de distanciation. Et c'est l'occasion de lancer un appel aux populations de respecter ces mesures-là. Parce qu'on a l'impression que ça ne nous touche pas. Mais comme a dit plusieurs fois le professeur ici, on peut être atteint, porter l'élément, ne pas déclarer de façon visible les signes et être une source de propagation dans notre communauté. Donc je crois que votre interpellation est juste et il va falloir que les acteurs au niveau de la mise en œuvre de cette mesure au niveau des bornes fontaines fassent vraiment tout pour éviter cela afin que nous n'ayons pas de situation un peu compliquée. Alors, je remonte avec M. Belem. Nous sommes dans une situation où nous avons un problème qui est une maladie qui est devenue pandémie mondiale et dont l'épidémie chez nous aujourd'hui touche 8 régions. Nous sommes dans une situation où nous appelons à la solidarité et je l'ai dit hier, nous avons plus de 1,1 milliard de francs CFA qui ont été donnés par différents Burkinabés, soit en nature pour à peu près 100 millions, soit en espèces chèques pour à peu près 900 et quelques millions. Donc il y a une solidarité qui s'est faite. Sur la question, les mesures prises par le chef d'État visent à aider les populations les plus sensibles à la crise à pouvoir supporter cette crise-là. Elle vise également à accompagner les acteurs sociaux qui payent le prix des mesures de restriction au niveau donc de notre pays à pouvoir surmonter cette période. C'est plus de 395 milliards de francs CFA que vont coûter à la fois la riposte, si elle arrive à son thème maximal qui est de 178 millions, et l'ensemble des mesures mises en œuvre pour accompagner les différents acteurs au niveau économique, les ménages fragiles avec la gratuité, la distribution des vivres, la question de l'électricité, les détaxes fiscales qui sont accordées, etc. Je pense qu'à un moment donné, il faut que nous regardions nos priorités. Le discours du chef de l'État, ce n'est pas un discours qui doit porter sur ces questions-là. Il y avait des réponses à apporter. Je voudrais rappeler que le Premier ministre, son Excellence Christophe Marie Dabiré, a écrit aux syndicats pour les inviter à revenir à la table de négociation sur différents aspects, notamment les UTS, mais également les autres éléments de la plateforme. Le syndicat a demandé du temps pour formuler sa réponse. Le gouvernement est dans l'attente de cette réponse-là. Mais il est important de rappeler que les mesures de son Excellence visent à aider les populations les plus sensibles, les plus fragiles de notre pays, celles qui vont payer le prix fort. Vous avez vu son appel à ce que, en ce qui concerne les produits périssables, les acteurs locaux trouvent des aménagements. Parce qu'une femme qui a investi 50 000 francs pour mettre dans de la tomate ou dans des oignons pour vendre, si elle perd ce capital-là, c'est toute une vie qui s'écroule. Donc il faut apporter des réponses. Et c'est l'idée et l'esprit de ce discours-là qui a, je pense, dans la large majorité des cas, apporté des réponses aux questions et aux attentes des populations. En fait, la loi de finances rectificative, mais elle est importante parce qu'elle va nous permettre d'abord de pouvoir financer, parce que tous les pays du monde sont en difficulté. Vous avez vu ce qui se passe dans les pays, on entend tel pays veut commander telle chose, un autre pays refuse parce qu'il est plus puissant économiquement et diplomatiquement. Ça se voit aujourd'hui, ça se discute. Donc nous sommes dans la même situation. Et donc nous avons besoin d'abord de compter sur nos propres forces. Même si les partenaires techniques et financiers vont accompagner le plan de riposte, c'est d'abord au Burkinabé d'assurer son financement sur les éléments essentiels. Et c'est pour ça que cette loi de finances-là, elle est importante. Ça veut dire que nos priorités
malheureusement pour cette année, vont changer. Et que la question, ce sera pouvoir riposter au Covid, mais pouvoir également assurer la relance économique en donnant les moyens aux acteurs les plus sensibles et aux secteurs essentiels de notre pays de pouvoir reprendre le fil de l'eau lorsque la crise sera passée. Donc, on voudrait vous remercier, vous demander donc de prendre soin de vous, d'être les relais de ces mesures que nous appelons de tous nos voeux, des mesures basiques que vous répétez dans vos organes de presse. Et je voudrais encore une fois profiter, féliciter les organes qui, je le rappelle, diffusent quasiment tous gracieusement les annonces qui sont faites en ce qui concerne donc la lutte contre le Covid et la sensibilisation des populations.